Voilà, donc nous vous proposions Make the Pharmacist Great Again, Yes We Can, avec Pop Training. Et c'est vrai que, qu'est-ce qu'on pourrait dire par rapport à tout ce que vous avez proposé aujourd'hui, présenté, et le rôle que vous pensez que les pharmaciens peuvent jouer dans cette éducation des patients atopiques? Alors oui, il faut vraiment que vous, en tant que pharmacien, vous soyez conscient de l'importance du rôle. Hein, moi je vois à l'école de l'atopie, j'ai des consultations en binôme avec une infirmière qui durent 2 heures, 1 heure avec le médecin plus l'infirmière, plus 1 heure de débriefing avec démonstration de soins avec l'infirmière. Tous les patients vont ensuite chez le pharmacien. En un mot, on peut détruire cette consultation. Voilà. Il suffit même, quelquefois, même pas un mot, un regard sur l'ordonnance en disant... Voilà, vous pouvez casser 2 heures d'éducation thérapeutique et vous pouvez, à contrario, renforcer le message, répondre aux inquiétudes qui sont venues en différé et créer de la cohérence dans le parcours de soins. Et donc le rôle vraiment du pharmacien, c'est une plaque tournante essentielle entre l'ensemble du parcours de soins et le domicile du patient, là où vont se passer les soins. Donc ça, il faut autant prendre conscience de l'importance de l'altération de la qualité de vie dans cette maladie que de votre rôle dans le parcours de soins. Vous voulez réagir? Moi, je rajouterais juste que après cette formation, vous serez peut-être même plus compétent que certains médecins dans l'eczéma atopique. Et c'est normal, parce que beaucoup de médecins généralistes n'ont pas le temps, ils ont autre chose à faire que de connaître bien l'eczéma atopique, ils ont bien d'autres soucis. Et donc, depuis le début de leur carrière, quand ils voient un enfant avec un eczéma atopique, ils font une prescription vite fait et c'est terminé. Donc vous verrez aussi, ou vous voyez déjà, mais vous verrez avec plus de compétences maintenant ces enfants-là. Et peut-être que là, votre rôle sera encore plus important. Hein. Non pas pour casser le message médical, mais pour le rétablir une prise en charge correcte, comme on vous l'a montré. Et vous voyez qu'avec des choses finalement assez simples, on peut mettre 80% des patients en rémission, comme le dit Jean-Marc. Et c'est vraiment un problème aujourd'hui de voir ces enfants qui sont pas maltraités, oui, mais qui sont insuffisamment traités et donc qui ont une maladie qui persiste au long cours avec des troubles de la qualité de vie qui sont importants, quoi. Merci, messieurs. La parole est à vous. Il nous reste un tout petit quart d'heure pour quelques questions. Des questions dans la salle. Peut-être vous voulez réagir à la vidéo qui a été tournée chez Vincent par rapport à cette approche de posture éducative. Alors, attendez, nous allons tester notre micro Catchbox. Ah oui. Alors, il faut être fort en basket. Il faut l'attraper. Hein. Parler dans la boule noire. Donc la phase d'entretien 2 fois par semaine, vous la conseillez pendant combien de temps? Jusqu'à rémission complète et après on repart à zéro ou comment ça se passe? En général, ce qu'on propose, ça dépend du profil des patients. Mais pour des formes modérées, on peut aller jusqu'à 6 mois de traitement comme ça. Hein? Donc c'est quelque chose qui, vous voyez, c'est pas ad libitum, mais c'est quelque chose qu'il faut savoir prolonger. Parce que le risque, sinon, c'est de voir réapparaître une reprise de l'inflammation. Et à ce moment-là, finalement, ce que le patient croyait avoir atteint, c'est-à-dire finalement d'être efficace sur sa maladie, eh ben tout tombe et tout s'efface. Donc je crois qu'il faut ne pas hésiter à ce que ça puisse être prolongé. Sachant que, ce qui est surtout très important, et que vous avez bien dit, c'est qu'il est important de voir la maladie dans sa durée. Hein. C'est-à-dire que vous avez la chance, vous, en tant que pharmacien, d'être amené à voir les patients régulièrement, parce qu'il faut bien que vous leur donniez les médicaments. Et à ce titre-là, c'est un ancrage qui est très important, alors que quelquefois, le médecin, c'est moins évident que ça. Alors, quelquefois, les médecins ne sont pas très motivés pour surcharger déjà une liste de consultants qui est considérable, et donc votre rôle est d'autant plus important. Et que leur répondre par rapport aux freins des corticoïdes? Aux freins des corticoïdes? Oui. Alors, chez l'adulte aussi. Chez l'adulte aussi. Bon, je crois que là, il y aura un module qui va être complètement dédié à ça. Donc, si vous voulez, on va vous apprendre, on va vous donner des outils aussi. Là, vous avez vu l'outil pour expliquer. On a un autre outil pour identifier les racines qui sont à l'origine de la corticophobie, parce qu'en fait, on est corticophobique souvent pour des raisons différentes, hein. Simplement pour des connaissances, pour des croyances, pour des comportements qui ne sont pas adaptés. Mais quelque part, on peut très bien,
12 questions vous expliquera ça. Arriver à cerner un petit peu le profil du patient dans sa façon, dans l'origine de sa corticophobie. Et là, à ce moment-là, on peut apporter du coup des réponses personnalisées. Et c'est ça qui est le plus efficace. Parce que si vous dites, écoutez, si, il faut lire ce que dit le professeur Intel, les gens, ils ne se reconnaîtront pas forcément dans ce qui est écrit. Alors que si vous leur dites, oui, vous me dites que votre maman, par exemple, a fait une fracture, qu'on a dit une fracture en rapport avec de la cortisone qu'elle avait pris. Ah bon, mais cette cortisone, elle le prenait pourquoi? Elle le prenait pour un rhumatisme. Et là, vous voyez tout de suite que vous pouvez mettre le doigt sur la différence entre une corticothérapie prise par voie générale et la corticothérapie locale. Vous voyez, c'est des choses. Et ça sera repris, ne vous inquiétez pas. C'est l'objet du module 2. Effectivement, c'était une belle transition pour vous inviter à suivre le module 2. Donc, on vous attendra le 8 novembre. On sera en direct de Toulouse et à la même heure. Donc, vous serez probablement connectés et d'autres personnes seront en présentiel. Ce sera le thème du module 2, les croyances et la corticophobie. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, j'ai une autre question. En fait, là, j'ai une personne qui avait lu un topo d'une association américaine. Et donc là, c'était argent colloïdal, oméga 3, vitamine B12. Qu'est-ce que vous en pensez? En fait, il y a deux choses qui sont importantes dans ce que vous dites. C'est déjà, le patient, il a fait l'expérience, il a fait un effort pour aller chercher cette information-là. Et je crois qu'il ne faut jamais casser cet effort-là. Toujours respecter le parcours du patient, qu'il ait vu un magnétiseur, un homéopathe, un ostéopathe. Ça fait partie de son chemin. Et ces gens ont pu apporter une aide au patient à un moment donné. Ce qui est le plus important, c'est de resituer cette aide. Par exemple, on peut dire l'argent colloïdal, oui, c'est efficace sur les staphylocoques qui sont dans la peau d'un atopique, et donc ça va améliorer cette partie-là. Oui, mais est-ce que c'est ça qui va améliorer la maladie dans sa globalité? Et donc c'est sûr que, je peux vous donner un exemple, si vous êtes allergique au chat et que vous dormez avec le chat, vous pouvez toujours mettre un peu d'argent colloïdal. Je crains que ce soit insuffisant. Et donc il y a une espèce de hiérarchie. Il va y avoir le traitement du symptôme, voilà, qui va être la base. Votre peau est abîmée, on traite la peau pour l'étanchéifier. Après, il va y avoir le traitement de ce qu'on appelle les facteurs aggravants. Si vous êtes allergique au lait, vous ne buvez pas de lait. Si vous êtes allergique au chat, vous ne dormez pas avec le chat. Après, il va y avoir tout l'équilibre de vie. Si vous avez une vie de patachon, vous aurez une maladie qui sera plus difficile à équilibrer que si vous avez une vie où vous mangez sainement, vous faites du sport, vous n'êtes pas une boule de stress. Et après, il y a tout ce qui va intervenir dans ce qu'on appelle l'épigénétique, qui est très à la mode, c'est-à-dire le rôle de l'environnement sur les maladies et sur les prédispositions atopiques. Et là, c'est un champ ouvert à énormément de compétences, et y compris celle de l'acupuncture, des énergéticiens. Et donc, il y a tout à fait des rôles probables dans cette sphère-là, mais qui ne se substitueront jamais au traitement du symptôme. Et ça, une fois que le patient il a compris, c'est très clair dans sa tête, et il ne va juste pas demander sa prescription de dermocorticoïdes à son homéopathe, et il ne va pas demander ses tests allergos à son dermato, voilà, et chacun va avoir son rôle. Donc c'est une espèce de nébuleuse qu'on doit rendre claire pour le patient. Voilà. Moi, je rajouterais une dernière chose. En ce qui concerne les traitements alternatifs, comme on les appelle, je crois que je suis d'accord avec toi, il ne faut surtout pas être dogmatique, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne connaît pas et qui font du bien et qui améliorent les patients. Il faut différencier deux choses, je pense. Des patients qui arrivent à se contrôler avec les traitements classiques que nous on prescrit et qui ont besoin de quelque chose en plus. Et là, aucun problème, évidemment. Et puis des patients qui ne veulent pas du tout avoir accès, utiliser les traitements classiques, qui ont recours à des traitements alternatifs qui ne fonctionnent pas et qui ont une maladie très mal contrôlée, ou des enfants, parce que c'est souvent le problème, des parents qui font subir, entre guillemets, à leur enfant une prise en charge inadaptée qui fait que l'enfant est très mal contrôlé et donc est en souffrance. Et là, le repérage de ces formes-là, pour nous, soignants, c'est très important. Et là, il faut être ferme. Il ne faut pas laisser des enfants incontrôlés avec une maladie sévère du fait du dogmatisme des parents. On est d'accord. Très bien. Oui. Une autre question? Alors, le micro, si vous pouvez le jeter à madame. Merci. Wow. Pardon. Merci. Je voulais vous demander quelque chose par rapport à la définition de l'atopie concernant les personnes âgées.
Donc les personnes en EHPAD, par exemple, qui nous demandent énormément, ils ont des démangeaisons, ils ont quelquefois des traces, d'autres fois pas. Est-ce que pour vous c'est de la dermatite atopique ou pas? Alors, le diagnostic de la dermatite atopique, c'est le sujet âgé, c'est plus difficile que chez l'enfant parce que c'est beaucoup plus rare. Ça existe, mais c'est beaucoup plus rare et il y a d'autres diagnostics différentiels, notamment la peau sèche du sujet âgé. Les patients âgés, avec le temps, ont une peau de plus en plus sèche et c'est normal. Donc il faut les traiter avec des émollients. Ce n'est pas forcément un eczéma atopique. Voilà. Il y a aussi d'autres maladies cutanées qui peuvent se présenter comme de l'eczéma, notamment un lymphome cutané ou des réactions aux médicaments. Donc il faut se méfier du diagnostic de dermatite atopique chez le sujet âgé. Il faut souvent un avis dermatologique pour être sûr que ce soit bien ça. On est souvent aidé par les antécédents. Évidemment, si le patient vous dit c'est depuis que je suis tout petit, j'ai cette maladie, c'est facile. Mais s'il développe cette maladie cutanée avec une sécheresse, des démangeaisons tardivement au cours de la vie, attention, il faut être sûr du diagnostic. Pour l'eczéma des paupières, pourquoi il n'y a pas une pommade ophtalmique que dermocorticoïde, puisque souvent on voit des prescriptions de Stardex qui n'est pas forcément, je pense, adaptée. En fait, ça se traite, la paupière, c'est de la peau, il n'y a pas à avoir un truc spécial. Ouais. Et donc, mettre du Stardex qui contient un corticoïde, c'est une espèce c'est en fait pour faussement rassurer le prescripteur. Mais soyons clairs, les corticoïdes, ça existe en collyre. Quand vous prenez un coup de Soluprède ou de Cortencil, vous en avez qui va dans l'œil. C'est comme ça qu'on traite les uveites. Et donc, ce n'est pas du tout une contre-indication. La contre-indication, c'est de se tartiner des corticoïdes au long cours sur les paupières à cause du risque soit de glaucome, soit de cataracte. Mais en sachant aussi que un des principaux risques de cataracte, c'est pas de mettre des corticoïdes, c'est de ne pas en mettre. On a des cataractes traumatiques avec les gamins qui se grattent, donc il faut toujours aussi voir les choses des deux côtés. Mais on a une peur qui est absolument pas fondée. Mettre 4 jours d'un corticoïde de classe 2 sur les paupières, mais il ne se passera jamais rien. Et donc ça doit être traité comme le reste. Et si jamais, dans les rares cas où il y a une atteinte palpébrale permanente, et on a du tacrolimus, donc en fait c'est un non-problème. Ouais. Merci. Une autre question peut-être? Oui. Oui. Vous pouvez envoyer le micro. Merci beaucoup. Wow. C'est On très reconnaît léger, les ça. basketteurs. Alors, je reviens juste sur la phase d'entretien, parce que sur le schéma, c'était 2 jours de suite. Est-ce que c'est important, ces 2 jours de suite ou, parce que souvent, on conseille, je dis que c'est un peu tous les 3 jours. Non, c'est plutôt important. Oui. C'est vrai que les études qui ont été faites par les Anglais, les premiers, ont bien fait twice weekly, c'est-à-dire 2 jours et 2 jours de suite, curieusement. Alors, si vous voulez, au départ, moi aussi, j'étais un peu comme vous, j'étais un peu étonné. Et puis finalement, il y a un avantage à ça, c'est que ça permet un meilleur aux patients de s'en souvenir plus facilement. Et je dirais que maintenant, on dispose d'outils, on en reparlera plus tard, mais comme le PO-Scorad, où vous avez un petit reminder qui est possible. C'est-à-dire que les gens peuvent se dire, tiens, je vais faire mon PO-Scorad tous les samedis, par exemple. Et donc, à cette occasion-là, ils pourront se rappeler que c'est le moment où les 2 jours de week-end vont être les jours où ils vont appliquer le produit. Enfin, si vous voulez, c'est vrai. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'important, c'est de traiter préventivement la reprise d'une poussée inflammatoire. Le PO-Scorad sera un des outils qui sera dévoilé dans les prochains modules qu'on vous proposera de vous l'expliquer pour que vous puissiez en expliquer l'utilisation aux patients. Et je crois qu'il y a aussi un point qui est extrêmement important, c'est que le traitement fonctionne quand il est fait. Et donc tout ce qui va viser à aider le patient à s'en souvenir dans la simplicité et donc être hyper souple sur les horaires, sur les jours, c'est pas ce qui est important. Ce qui est important, c'est que ce soit fait avec le bon mode d'emploi, que ce soit à midi. Entre les familles divorcées ou séparées, les modes de garde, les 3-8, les horaires de boulot. Donc on ne prescrit pas un traitement en disant c'est à 19h05 que ça doit être fait. Voilà. Et donc si c'est le mardi, mercredi qui est le plus pratique pour faire le traitement d'entretien, on fait ça, quoi. Et c'est important de retenir ça, il faut être très souple sur ce point-là. Ce point-là est négociable.
Très bien, nous arrivons au terme de ces 90 minutes. Merci à tous ceux qui nous ont rejoints ici. Merci à ceux qui étaient connectés ce soir. Sachez que nous avons eu 700 inscrits sur la plateforme. Donc probablement tout le monde n'était pas connecté ce soir puisqu'il y a la possibilité de voir le module en replay. Mais vous étiez nombreux en tout cas. Merci à nos orateurs et surtout suivez-nous pour le prochain module le 8 novembre. Merci à tous.